Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Tilium, Oracle et Mediarhythmics, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA, et pour partenaires opérationnels Smiley Wanted et Vinmeiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La CDP va-t-elle tuer la DMP ? Un nouvel acronyme secoue le microcosme des technologies marketing, la CDP, ce qui signifie Customer Data Platform. Pendant un certain temps, la qualification de l'audience à des fins marketing et publicitaires était la fonction de la DMP, Data Management Platform. Cependant, il semble que les annonceurs, plutôt que de collecter des data tous azimuts, veulent aujourd'hui optimiser leur patrimoine en termes de connaissances clients en cherchant à optimiser au mieux leur actif CRM. Dans ce contexte, le concept de DMP est-il dépassé ? Pour en discuter, Roland Kolchakian d'Oracle, Pascal Morvan de Tilium, Grégoire Frémiot de Mediarhythmics, Olivier Rip de Omnicom Precision Marketing Group. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet stratégique, comme tous les sujets de The Programmatic Society d'ailleurs, mais un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment avec l'arrivée d'un nouveau sigle, la CDP, Customer Data Platform, qui semble prendre de plus en plus de place sur le marché. Mais est-ce au détriment de la DMP ? Et donc, pour commencer, première question, quelle est la définition de la CDP et en quoi elle se distingue, cette plateforme, de la DMP ? Je te pose la question en premier, Roland. Très bien, donc c'est moi qui vais avoir la lourde tâche et la lourde responsabilité d'essayer de participer à ce travail de clarification. Alors, comment appréhender la CDP, même si effectivement je vais tâcher de ne pas prendre un air un peu trop messianique sur la façon de présenter ce concept. Donc, au-delà d'être un nouvel acronyme, la CDP a plutôt vocation à être vue en fait comme un data lake qui va permettre en fait de centraliser, gérer, stocker, analyser et activer de la donnée client. Donc on est sur une technologie qui est extrêmement centrée sur l'activation de la donnée client. Mais ce qui est intéressant, là on aurait plutôt tendance à voir les CDP comme une nouvelle émanation de ce vaste écosystème et de cette vaste industrie qu'est la MarTech. De notre point de vue, on a plutôt tendance à voir la CDP comme un outil au service de l'expérience client au sens large. Et je pense qu'on sera amené à pouvoir étayer ce point de vue et ce propos voilà, tout au long de l'émission. Et ce qui va différencier la CDP par rapport à une DMP, c'est que contrairement à une DMP qui a vocation à gérer de la donnée anonyme, la CDP a vocation à gérer ce qu'on appelle de la PII, pour Personal Identified Information. Donc voilà, de la donnée qui est voilà, rattachée à un individu, qui est clairement identifiable, clairement traçable, et qui permet également, et j'en finirai là, de gérer ce qu'on appelle de la first party data, de la second party data, mais également de la third party data. Et c'est une tendance qui est plutôt intéressante lorsqu'on sait que, et c'est notamment le cas aux États-Unis, on voit plutôt un ralentissement ou une stabilisation de la demande à la faveur des DMP et une montée en charge et une montée en puissance sur tout ce qui est utilisation de la third party data. Merci Roland. Olivier, ta définition de la CDP et de ton point de vue, en quoi elle se distingue de la DMP ? Bon, je vais être court, en fait, je vais compléter, parce qu'on ne va pas redire. Mais la répétition est bon pour certains de nos auditeurs. Complètement. Alors, je pense qu'il y en a un qui est très bien, MarTech pour CDP, AdTech pour DMP. Déjà, ça distingue un peu, parce qu'on a tendance à mélanger ces deux marchés-là. Donc ça, c'est une première partie. L'autre côté, identité, et l'autre côté, anonyme. Clairement, ça fait le distinguo. Donc là, on rentre dans le first party data et autres, ce qui a déjà été dit. Et peut-être une nuance qui est fondamentale, qui est effectivement long terme, short terme en fait. C'est-à-dire que DMP, on connaît la durée de vie aujourd'hui lorsqu'on a réussi à reconstituer une entité ou une identité, la durée de vie. Là où la CDP va être plus durable et va aussi s'enrichir dans le temps. Donc voilà, pour moi, les trois principales effectivement, distinctions. Merci Olivier. Pascal. Alors je dirais que pour compléter les propos de mes collègues, il y a un point qui est important qui distingue la CDP de la DMP, c'est la persistance de la data. Il faut vraiment que cette data reste persistante et c'est pour ça que les CDP aujourd'hui sont plutôt bâtis sur des bases de données dans lesquelles on est capable d'ingérer toute l'information
D'accord ? Mais l'information, ce n'est pas que le digital, c'est ce qui se passe en magasin, c'est un call center, c'est du CRM, etc. C'est d'arriver à unifier la data autour d'un profil. Et ce profil de la CDP, c'est d'être capable ensuite d'utiliser l'intégralité de ces données pour créer ce qu'on va appeler des personas, des segments, etc. Et ensuite, comment on va partager cette information vers l'écosystème AdTech et MarTech, et tout ça en temps réel. Et c'est ça qui fait aussi la différence de la CDP. Tu as parlé tout à l'heure de Data Lake. Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs commencent à se dire, tiens, le Data Lake est peut-être la nouvelle solution du marché, sauf que généralement, on se rend compte que ce n'est pas du tout temps réel. Et si on veut gérer ce buying journée et proposer l'expérience client, on est obligé d'être en temps réel, et c'est ce que propose la CDP. Merci Pascal. Grégoire, ta vision entre ces deux acronymes, donc la définition et surtout comment la CDP se distingue d'une DMP que tu es. Je vais être très embarrassé pour te répondre. Dis-moi. Parce que du coup, moi je peux vous expliquer ce que je fais, mais je ne suis ni pas professeur, je ne suis pas consultant. Et il y a 2 ans, on me demandait de mettre dans une base de données marketing des données de navigation, des données CRM, qui allaient extrêmement de manière profonde de remplir ces données structurées pour pouvoir en faire des recommandations d'activation. Et à cette époque-là, on m'appelait DMP. Et un jour, l'acronyme CDP est arrivé. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire ça. Alors après, il y a un petit point comme données anonymes. Ma lecture de la définition de la GDPR, c'est qu'on parle de données pseudonymes qui sont soumises à consentement. Donc c'est bien nous ce qu'on gère en termes de first party. Même si c'est pseudonymisé, il y a bien un consentement à recueillir, que ce soit de la first, de la seconde ou de la third. Et donc quelque part, moi j'ai l'impression d'avoir fait de la CDP sans le savoir. Mes cas d'usage que j'active sont les cas... Tu es le monsieur Jourdain de la MarTech alors? Je ne sais pas. Je peux vous expliquer ce que je fais. Je ne sais pas trop qui je suis. Mes clients aujourd'hui me demandent des cas d'usage où on prend toute la donnée CRM, on prend toute la donnée de navigation, on prend toute la donnée média et où on peut, avec consentement, dans un cas de donnée persistante sous réserve des 12 mois pour le cookie, faire des activations qui font du sens. Et donc peut-être que cette nouvelle mode, je ne sais pas d'où cette mode vient, peut-être qu'il y a un intérêt de pouvoir vendre 2 solutions. Là, on n'en vendait qu'une avant. Moi, j'ai une voiture qui peut aller en montagne, qui peut aller sur autoroute, et je vends qu'une seule voiture pour faire les 2. Merci. Cette analogie avec la voiture est très intéressante. Donc, soit la voiture de ville ou le 4x4 ou le SUV, ça dépend. En tous les cas, justement, puisqu'on commence à comprendre à peu près quel est le distinguo entre ces 2 acronymes, c'est quoi les applications concrètes lorsque l'on utilise une CDP, Roland? Alors, en fait, dans le cœur du réacteur, finalement, il y a 2 grandes fonctionnalités qui permettent derrière en fait, de déployer un certain nombre de cas d'usage. Après, on pourra discuter de la façon dont on va traiter et localiser les cas d'usage. Ce qui est intéressant lorsqu'on parle d'une CDP, c'est qu'il y a une dimension analytique qui est très forte et qui est notamment rendue possible par toutes les possibilités de collecte, de traitement et de modélisation au travers de cette fameuse architecture Data Lake dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle Pascal rappelait notamment les impératifs liés à la notion de temps réel. Donc c'est vrai que on ne peut pas parler de CDP si on ne parle pas d'API derrière. Donc il y a effectivement, et je reviens sur mon propos et mon sujet, qui est celle de la dimension analytique, on va pouvoir créer de nouvelles possibilités de segmentation, de centralisation des données, de proposer par exemple des cibles qui peuvent être sous-exploitées, mais que le machine learning va permettre de mettre en évidence. Il y a également des possibilités de data vise et de restitution de données. On va pouvoir avoir une lecture consolidée de l'ensemble des données CRM, des audiences disponibles aujourd'hui à un instant T dans la base. Et enfin, et je pense qu'on sera amené à revenir plus longuement sur cette dimension-là, c'est celle de l'activation et de l'orchestration. Alors cette dimension orchestration, encore une fois, elle peut être prédite, optimisée, recommandée via du machine learning, mais on peut également la paramétrer a priori avec des systèmes de règles et derrière pouvoir activer les données sur l'ensemble des frontaux clients. Merci Roland. Olivier Roland vient de parler de l'orchestration. Justement, en tant qu'agence, cette notion d'orchestration est importante. Et c'est quoi, justement, les applications concrètes de l'usage de cette fameuse CDP? En fait, c'est assez drôle. On a cité 2-3 mots. On a cité on-off, effectivement, physique et digital. C'est quand même un point de différenciation quand même assez fondamental. Ensuite, on a cité le mot d'expérience. On sait qu'aujourd'hui, si on va capter une attention sur le web, à un moment donné, il faudra bien que ça se concrétise en physique, et peut-être en e-commerçant, mais en physique, même quand on voit les e-commerçants qui évoluent en physique. Donc, de toute manière, ce parcours-là est fondamental. Et effectivement, et on a évoqué un autre mot, je ne sais plus qui l'a dit, journée, en fait, ce parcours consommateur. Là, on a résumé la problématique d'orchestration, en fait. C'est-à-dire que si on rajoute à ça, effectivement, cette notion d'identité ou cette notion de login, qui est quand même
dirige l'ensemble de l'écosystème hors programmatique. C'est-à-dire qu'on peut prendre Amazon, n'importe quoi, tout ça est logué. Donc le vrai sujet, c'est le login. Et ensuite, quand on commence à orchestrer des campagnes, effectivement, on va essayer de capter une attention. Et ensuite, on va essayer d'établir une relation et essayer de faire que cette relation ait une valeur, soit marchande, soit connaissance consommateur. Avoir ce login, avoir un parcours consommateur, pouvoir utiliser effectivement du retargeting ou l'emailing. On sait qu'aujourd'hui, l'emailing a une force de persuasion beaucoup plus forte parfois que le display. On sait que le retargeting aussi a un rôle important dans la transformation, dans l'accompagnement de cette journée-là. Donc effectivement, lorsque, moi je vais préconiser, on va préconiser la CDP lorsqu'on n'a déjà pas investi sur une DMP en général. Et ensuite, si jamais on part de nulle part, on va préconiser la CDP pour des parcours consommateurs qui demandent en tous les cas une décision d'achat ou des achats impliquants, qui nécessitent de la longueur, qui nécessitent de la réflexion, qui nécessitent de la comparaison et qui nécessitent, de par son prix ou l'impact qu'on va garder l'objet, vraiment de longues décisions, une longue vie du produit. Donc en fait, on va préconiser la CDP et effectivement, je te rejoins, cette évolution, c'est très darwinisme tout ça, mais lorsqu'on a une décision d'achat impliquante et lorsqu'on a un produit impliquant, là la CDP va avoir de la valeur et lorsqu'on rentre dans la réglementation qui évolue, on va avoir tendance à privilégier effectivement la third-party data. Merci Olivier pour ces précisions. Pascal, ta vision en ce qui concerne les applications concrètes de l'usage de la CDP. Alors c'est vrai qu'on a parlé de deux choses, l'AdTech et le MarTech, mais ce qu'il faut voir, c'est que le but aussi d'une CDP, c'est avec ce référentiel de clients, avec toute cette donnée, c'est être aussi capable de la partager, y compris par exemple vers un système de caisse, vers des tablettes vendeurs, vers un call center, etc. Et donc c'est pas uniquement animer et activer des campagnes sur différentes technologies. Par rapport à cette notion de campagne, moi je parle souvent de data orchestration. Pourquoi ? Parce qu'on parle souvent de campagne orchestration. J'orchestre mes campagnes. J'orchestre mes campagnes d'emailing, j'orchestre mes campagnes d'A/B testing, etc., etc. Sauf que chacune de ces technos aujourd'hui n'est jamais basée sur le même stack de data. Et donc, si on veut gérer ce fameux buying journée et être cohérent sur l'ensemble du parcours client, il faut partager les mêmes données. Et donc l'idée, c'est l'orchestration de cette donnée, comment on la collecte, comment on l'enrichit, on l'unifie, et comment on va la repartager en temps réel, et ça, quel que soit le système, d'accord ? AdTech, MarTech, système d'information du client, application du client. Merci Pascal. Grégoire. Je vais prolonger un point de Pascal qui était très intéressant, c'est le besoin, si on veut avoir des cas d'usage concrets, d'un système unifié, cohérent, qui tourne. Le data marketing, c'est un peu comme un système nerveux. Tu opposais tout à l'heure quelque part un peu AdTech et MarTech. Mes grands clients, genre un leader du retail, il a des clients, des prospects, quelquefois c'est les mêmes personnes suivant les enseignes. Donc moi je parle plutôt de MarTech. Et un système unifié, ça permet un peu de faire comme les grandes stacks américaines ou chinoises qui collectent l'ensemble de leurs données dans un seul système, qui sont capables, dans une base de données polyglotte, de faire des requêtes multiformes pour de l'activation dans une même technologie. Et je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui aux leaders de pouvoir enfin proposer un data marketing qui ressemble à la communication qu'on peut avoir. C'est j'entends un message, je le prends, quel que soit le canal, je sais l'intégrer et je sais te répondre de manière intelligente. Avec derrière, du coup, une question, sans parler de gros mots de type IA, etc., c'est comment on peut permettre aux clients ou à ses conseils ou à ses agences d'être intelligents par rapport à des signaux en temps réel. Et du coup, là, le concept de temps réel est extrêmement important. Comment je peux avoir la donnée accessible, toute la donnée accessible en temps réel, sans avoir besoin de créer un nouveau silo entre équipes de campagne et équipes data science qui, eux, mettent 2 jours à sortir une donnée d'un data lake. Et donc, cette unicité technologique, je pense, est un des points clés pour permettre aux agences, aux conseils et aux clients, in fine, de bien travailler. Alors justement, cette fameuse unité technologique, est-ce qu'elle ne demande pas une sorte de taille critique ? En gros, à quel type d'acteur s'adresse la CDP, Roland ? Alors je pense, je fais le prédicat que le débat sera finalement un peu plus ouvert que ce que l'on peut imaginer et qui nous permettra peut-être d'éviter un peu certains schémas, certains poncifs autour de la notion de taille critique, de complexité marketing. C'est vrai que l'émission d'aujourd'hui, elle est plutôt consacrée à la complémentarité ou je dirais à la pseudo-concurrence entre CDP et DMP. Nous, il se trouve que dans les quelques discussions qu'on commence à avoir early stage sur ce type de sujet, on a pas mal de clients qui aujourd'hui se posent plutôt la question sur la CDP comme évolution naturelle ou continuité par rapport aux investissements qui ont été faits sur un référentiel client unique et qui va notamment, outre le fait de traiter, je dirais, un cœur de base qui peut être celui du data management, de gérer également ce qu'on appelle l'identity resolution à grande échelle et qui sont des sujets qui ont été abordés par mes confrères. Donc,
Donc je pense que le débat sera sans doute un peu plus ouvert. Très clairement, j'imagine, c'est bien évidemment le cas, on va avoir des discussions avec les géants du retail, des telcos, banques assurances, tous ceux qui sont déjà amenés à gérer un patrimoine de données extrêmement complexe, extrêmement étendu, avec énormément de points de contact. Mais je pense également, et on commence à avoir quelques signaux qui vont dans ce sens, que le B2B, par exemple, fera partie des quelques entreprises et des secteurs qui peuvent potentiellement tirer des opportunités intéressantes par rapport à la CDP. Merci Roland. Olivier. C'est le sens, d'accord. Ouais. On peut repréciser la question juste Je reprécise. À quel type d'acteur s'adresse la CDP et faut-il une taille critique pour l'utiliser ? Non, je pense en fait, on l'a évoqué, hein. Déjà la CDP, on va revenir peut-être à la dernière question là-dessus, mais c'est une évolution de tout ce qu'on a fait. On apprend de nos erreurs, on consolide de la donnée, et il y a effectivement le rôle de la CDP, c'est de simplifier une vue unique d'un consommateur. Donc de fait, je pense qu'elle a le mérite aussi de simplifier l'architecture technique, qui est souvent, lorsqu'on commence à parler à des clients qui ont fait les frais des premières générations de DMP, en fait, ils encaissaient, ils enchaînaient des solutions techniques avec la problématique de compatibilité. Et puis, au bout de 12 mois, une fois qu'ils avaient enfin investi, ils devaient changer. Donc, je trouve qu'on est dans une évolution, dans la simplification. Donc, effectivement, aujourd'hui, la CDP a ce mérite d'être plutôt simple à mettre en œuvre. Je pense que le coût critique, surtout que tous les modèles maintenant sont basés sur du scale, en fait. Ils ont des coûts fixes très faibles. Donc, il faut plutôt être attentif sur... combien ça va me coûter si je suis successful, mais objectivement, je ne poserai pas la question de taille critique et je le verrai même autrement par rapport à la réglementation. Si on ne le fait pas, ça sera plus dangereux que d'avoir une problématique de taille critique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de débat à avoir, je pense, sur le sujet. Merci Olivier, on va changer. Grégoire. Je suis surpris. Non, parce qu'arriver en fin, ça ne va pas être facile à chaque fois. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Donc du coup, je vais essayer de dire autre chose. Je pense que ce n'est pas trop une problématique de taille critique, c'est plus une problématique de quelle solution en fonction de sa maturité et de sa taille. Exactement. Ça veut dire que si on est, par exemple, on a beaucoup chez MediaRecPix de clients qui sont de grande ampleur et qui se battent contre des Amazon ou des acteurs de ce type-là. Et ben, leur enjeu, c'est d'avoir une solution extrêmement solide qui puisse personnaliser. À l'inverse, un petit acteur va plutôt avoir besoin d'un outil prêt à l'emploi, aidé par des conseillers des agences, où quelque part le machine learning soit intégré. Et donc, il y a des solutions plus ou moins larges qui couvrent tout ou partie des demandes entre une boîte de 500 personnes et un grand groupe industriel de 100 milliards de chiffre d'affaires. Merci Grégoire. Pascal. Et c'est vrai que si on revient sur le thème CDP-DMP, ça a souvent été l'écueil de la DMP où il fallait un volume d'interaction, de cookies, etc., pour que ça commence à devenir performant. Ou au contrario, la CDP, c'est vraiment, et je reprends ce que tu disais, on a, nous, par exemple, énormément de clients qui sont dans le B2B. Et c'est vrai que le B2B, c'est des grandes marques, mais très peu de gens vont sur leur site web, très peu de gens vont voir, naviguer, etc. Par contre, ils ont énormément de données dans leur système d'information, dans leur CRM, de la connaissance client, etc. Et c'est comment la CDP les aide justement à utiliser l'intégralité de cette connaissance client, qui est souvent, ce que je veux dire, en back-office, et comment je vais utiliser tout ça en temps réel pour pouvoir personnaliser son expérience client dès qu'il va rentrer sur une propriété digitale, d'accord, ou même vis-à-vis, par exemple, de son commercial, etc., etc. C'est vraiment la grosse différence. Il n'y a pas de volume, d'accord. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, ce que tu disais, c'est quels sont les enjeux de l'entreprise, comment on veut améliorer l'expérience client et quelles briques technologiques je vais mettre pour pouvoir répondre à ces enjeux. Pour compléter, de toute façon, Olivier. On va revenir, la CDP est assez proche du CRM quand même. Donc on va revenir sur la lifetime value du client. Soit on a un monde de répétés de transactions assez dense qui nous permet d'avoir un amortissement, ce qui est le cas des retailers qui de plus en plus on commence à avoir cette logique de SSO unique sur l'ensemble de retailers, ou alors des achats impliquants avec une lifetime value importante, donc l'automobile, la banque, l'assurance. Donc la CDP va vraiment partir de ces gens-là où il y a une valeur client à terme qui a une plus haute valeur que des secteurs plus comme la mode ou autres. Mais c'est vrai que pour revenir juste à un dernier point, c'est vrai que ces fameux trigrammes, on aime bien inventer des nouveaux concepts. Moi, je suis assez vieux dans le métier. On a parlé de GRC, après on a parlé de CRM, on a parlé de ICRM. Sur la CDP, j'ai même vu des gens qui parlaient de CRM Big Data. Voilà, donc c'est juste une continuité sur les différentes solutions. On en arrive déjà à notre dernière question. Et c'est toi, Olivier, qui va commencer par y répondre. Okay. Alors, la CDP est-elle une application incontournable, plus utile que la DMP ? Alors, j'ai un petit peu répondu, mais j'aime pas la comparaison. Effectivement, j'ai démarré dans le web,
peu plus jeune aussi. J'aime pas le côté où on oppose tout le temps, on tue les autres en fait. C'est-à-dire que le web devait tuer la télé, elle est là, elle va être encore là longtemps, même on va peut-être l'acheter autrement, mais il n'y a jamais autant d'écrans de télé autrement. Donc en fait, on montre bien que l'histoire du web n'a rien tué. On a eu la complémentarité. Donc moi, j'aime pas ces oppositions. Va-t-elle tuer? L'introduction que tu as faite, c'est une évolution logique puisqu'on part de toute manière de la réconciliation de données pour essayer de l'identifier. Ensuite, après, il y avait un vieux concept de 99 qui s'appelait le permission marketing, qui parlait de consentement, qui parlait de prédictif, donc adresser le bon message à la bonne personne. C'est assez classique, mais c'est quand même un fondamental. Et ensuite, qui parlait déjà de consentement. Donc la seule singularité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on va être dans un registre de plus en plus légiféré. C'est bien pour les marques, ça va les obliger à créer de la valeur dans leurs services ou dans leurs produits et à redonner de la valeur aussi dans les programmes CRM, autre que des points, autre que le correctif, mais créer des services à valeur ajoutée. Et ensuite, ça va également forcer à se poser la bonne question sur le message, sur les bonnes personnes, parce que ça ne fait pas du bien, cette saturation vis-à-vis du consommateur final. Donc, non, effectivement, si on a aujourd'hui, si on part from scratch, depuis le départ, je recommanderais effectivement, dans un premier temps, une CDP, et avec une complémentarité d'une DMP, ça dépend d'où on part. Alors après, sauf si MediaRate d'un seul coup peut y répondre. Mais effectivement, dans la réglementation dans laquelle on est, la CDP est fondamentale. Ensuite, elle n'est pas à l'opposition de la DMP, parce qu'on sera toujours obligé d'aller chercher aussi des prospects, ce que ne fait pas forcément la CDP. Elle fera qu'un lookalike, mais elle n'ira pas voir des signaux faibles comme la DMP le fait. Donc aujourd'hui, je commencerais par une CDP si j'avais rien. Je ferai la complémentarité avec une DMP. Et effectivement, par rapport au business que j'ai, soit je fais du retail, soit je fais des valeurs ajoutées en termes de produits ou des décisions d'achat, et je commencerai par la CDP. Si je suis sur des business beaucoup plus fragmentés, répétitifs, et avec un taux de fidélisation très faible, comme peut-être la mode rapide, je me concentrerai sur une DMP avec la notion de taille critique. Donc aujourd'hui, pas l'opposition, mais dans la réglementation actuelle, CDP, First Party Data, et complémentarité avec une DMP derrière. Merci Olivier. Grégoire. CDP aujourd'hui, par rapport au site de Gartner, est sur le marché le trend du hype. Tout le monde en parle, c'est génial. DMP, désillusion. Ouais. Et donc du coup, est-ce qu'il faut tout jeter avec la DMP? Peut-être pas. Par contre, on sent qu'il y a quand même du challenge sur cette first party miracle qui va trouver 8 millions de femmes enceintes, que cette donnée, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais je vous assure que tout est bon parce qu'on a des data scientists. Il y a un peu de désillusion là-dessus. Après, par contre, travailler ces audiences, ces cookies qui ont donné leur consentement, oui. Travailler tout ce qui est seconde partie data, donc des gens qui ensemble se mettent d'accord et créent des frameworks technologiques pour s'échanger de la data avec consentement, ça fait du sens. Par rapport à une taille critique qu'il faut avoir dans le monde du digital, ça fait du sens. Être capable de détecter une intention, une navigation qui amènera un potentiel acte d'achat, il faut garder cette partie-là. Et CDP, oui, il y a plein de bonnes choses à prendre. Quelque part, ça devait être fait par les DMP historiques qui n'ont pas forcément su toujours bien le prouver. Et après, il y a encore d'autres cycles qui vont arriver, ça a été évoqué. Il y a toute la partie orchestration. Il y a toute la partie comment on met l'intelligence dedans. Et est-ce qu'à la fin, on va avoir une architecture data marketing avec 250 000 solutions en mode work in progress continuel, ou est-ce qu'on arrive enfin à avoir quelque chose qui tourne, où on peut cranter les cas d'usage et pas tout le temps se poser la question de comment je plug tel outil avec tel outil parce que ça ne marche pas. Merci Grégoire pour ces précisions. Pascal, et on terminera par toi Roland. Voilà. Juste, je dirais non, aujourd'hui, la CDP est complémentaire d'une DMP. D'ailleurs, on le voit bien chez certains de nos clients qui utilisent la CDP, mais qui utilisent aussi une DMP. Et dans quel cas d'usage ils ont les deux solutions? C'est principalement pour utiliser toute leur first party data, mieux qualifier un visiteur, que ne le fait une DMP, pour pouvoir donner aussi de la valeur à leur first party data. Ça, c'est super important, par exemple, pour les groupes médias. La valeur, c'est la valeur de leurs clients, de leurs visiteurs, et comment mieux qualifier ce visiteur, comment mieux qualifier ses centres d'intérêt. Eh bien, c'est aussi l'objet de la CDP, qui ensuite repousse l'information vers les grandes DMP, d'accord? Parce que par exemple, chez nous, on a des connecteurs avec toutes les DMP, les grandes DMP du marché. Donc, c'est vraiment l'idée que la complémentarité des solutions, aujourd'hui, où la CDP est capable aussi d'alimenter la DMP. Roland, le mot de la fin pour toi concernant cette dernière question. Du début, j'ai ouvert les débats. Voilà. Donc, venir. Non, en fait, cycle de la moi vie. J'espère tout simplement que les 20 minutes qu'on vient de passer ensemble, elles auront permis de faire œuvre de pédagogie, que finalement il n'y avait aucune raison objective de créer une espèce de concurrence un peu artificielle entre DMP et CDP. Voilà, je pense qu'on a réussi à démontrer de façon rationnelle et factuelle qu'il y avait une complémentarité assez évidente. Moi, je souscris pas mal à ce qu'a dit Olivier. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on devait peut-être faire un trade-off, prioriser certains choix,
la CDP, elle a quand même vocation à être un peu cette fondation, le socle décisionnel client, avec notamment la pression qui nous est imposée collectivement sur le marché autour de la RGPD et qui impose par le fait d'avoir un outil qui va permettre de centraliser, de gérer les consentements de façon unifiée, de façon transparente et d'éviter certains écueils comme ceux que peuvent subir aujourd'hui les DMP lorsque, au moment de l'activation, on s'aperçoit que finalement, on n'a que 50% du potentiel qui est éligible à la campagne du fait des contraintes liées à la GDPR. La bonne nouvelle, c'est que tout ceci participe, de mon point de vue, à une revitalisation de l'écosystème. Tout le monde aujourd'hui a gagné à conseiller, à implémenter ou à mettre en œuvre autour des CDP. Ça permet de recréer des discussions et de travailler sur ce que doivent être les roadmaps autour de la transformation data-driven pour les marques et les entreprises. C'est sur ce mot de la fin que j'aimerais conclure. Eh bien, nous concluons. Merci en tout cas pour nous avoir éveillé nos esprits et avoir été très clair sur la distinction entre CDP et DMP. L'un ne chassera pas l'autre, mais l'un sera le complément de l'autre. Et donc, tout est bien dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire dans Candide. Sur ce, merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du concept de CDP, Customer Data Platform. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La CDP est en passe d'être le socle décisionnel client chez l'annonceur. 2. La CDP est plus orientée MarTech et la DMP est plus orientée AdTech. 3. La CDP et la DMP peuvent se compléter et non s'opposer. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Tilium, Oracle et MediaRhythmics pour leur soutien, ainsi que nos partenaires médias, CB News, Redcard, le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et Vinmeiser. Merci enfin à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.